La question du développement athlétique de l'enfant, voire de l'adolescent, est souvent posée dans le milieu de l'entraînement. Mais pour favoriser le développement de ces futurs hommes ou futures femmes, comment les entraîneurs peuvent-ils respecter un certain nombre de recommandations qui tiennent compte notamment des caractéristiques individuelles de chaque enfant, comme l'âge chronologique, le stade de maturation, les capacités physiques et psychologiques du moment? C'est ce que nous allons questionner dans cette causerie sur la préparation physique des jeunes sportifs. Bonjour et bienvenue dans ces causeries du sport et aujourd'hui nous continuons les causeries sur la préparation physique mais sur un thème bien particulier. Vous le voyez, c'est l'entraînement et la préparation physique du garçon et de l'adolescent. Pour cette causerie, j'ai l'honneur et l'avantage d'accueillir Geoffrey Bardin. Bonjour Geoffrey. Bonjour Eric. Alors vous êtes professeur agrégé EPS au STAPS de l'Université de La Réunion, c'est-à-dire du Tampon. Tout à fait. C'est bien ça, mais vous êtes aussi récemment docteur STAPS. Vous avez fait votre thèse à l'INSEP. Exactement. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre thèse qui est reliée finalement à cette causerie? Oui, tout à fait. Mes travaux de thèse portaient sur la différence entre les filles et les garçons au moment de l'adolescence, sur la réponse, on va dire, métabolique, la réponse globale, sur un exercice très intense. Et l'objectif principal était de montrer que finalement la différence majeure que l'on retrouvait était liée à la différence de masse musculaire qui s'établit entre les garçons et les filles au moment de l'adolescence. Ce que nous avons finalement confirmé autant sur la capacité à faire un effort que sur la capacité à récupérer d'un effort intense. Oui, parce qu'en fait, là, on a souvent des petites confusions parfois sur l'enfance, l'adolescence. C'est assez complexe finalement, et notamment quand on commence à faire de la performance et finalement du sport qui est relié à la performance, c'est délicat. Oui, tout à fait. On considère souvent les phases de développement, on va dire de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, qui comprend deux grandes phases, celle de croissance et de maturation. Ouais, on a une petite diapo d'ailleurs. Voilà, tout à fait, qui montre bien, qui illustre un peu ce phénomène. Ce sont deux phénomènes, la croissance et la maturation, qu'on a tendance à considérer comme séparés. La croissance étant, on va dire, le gain de taille. Voilà, on a une accélération de la taille à un moment donné, on est beaucoup plus grand. Et la maturation, ça va plutôt être un changement qualitatif sur le fonctionnement des organes, notamment l'apparition des hormones sexuelles qui permettent la procréation, etc. Et sur le graphique qu'on peut voir finalement, j'ai illustré le gain de taille, donc c'est la vitesse de la croissance. Donc c'est un paramètre de croissance, mais en même temps, ce gain de taille là, ça nous permet d'inférer à la maturation, c'est-à-dire qu'au moment du pic, on peut voir autour de 14 ans pour les garçons, on va considérer que le garçon est pubère. Et en réalité, ces stades prépubères, avant le pic, pubère au moment du pic et post-pubère après le pic, ça conduit à des conséquences qui sont très importantes et le garçon change fondamentalement entre chacune de ces phases. On voit que là, il y a une période quand même assez délicate qui se situe entre 12 et 16 ans. Oui. Et on peut parfois confondre aussi parce qu'on a une petite phrase, ce que vous dites, c'est pas vous qui le dites, c'est Jean-Jacques Rousseau, mais sur la slide suivante, c'est le petit homme n'est pas un petit homme. Exactement. Vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça, parce que dans le sport, c'est important. C'est très important. Alors Rousseau ne parlait pas forcément du jeune sportif dans son ouvrage, mais c'est une phrase qui a été souvent reprise pour parler du développement cognitif de l'enfant. Moi, je vais reparler plutôt de l'aspect physique et entraînement par rapport à cette phrase. On a tendance à considérer l'enfant comme un petit adulte en miniature, et on prend les méthodes d'entraînement de l'adulte qu'on va alléger, on va diminuer un petit peu la fréquence, diminuer un petit peu l'intensité, et on va les appliquer à l'enfant sans connaître réellement les spécificités de l'enfant. On a vu juste avant qu'il y avait une période importante entre 12 et 16 ans, et on ne tient pas compte de cette accélération de la croissance. On va juste minimiser l'entraînement de l'adulte qu'on va appliquer chez l'enfant. Et ce petit dogmatisme, ça conduit nécessairement à des petites erreurs, à des mauvaises conceptions, et ce qui peut conduire parfois à des blessures et à des problématiques qui sont assez fréquentes, mine de rien, chez nos jeunes sportifs. Oui, alors justement, si on continue sur cette phrase de Jean-Jacques Rousseau, vous nous avez présenté aussi une autre slide là, sur les avantages et les inconvénients. En fait, ce sont quelque part des qualités physiques, ce sont quoi? C'est ce que vous présentez. Oui, je voulais illustrer ici finalement, alors c'est pas que de moi, bien sûr, c'est une petite synthèse de littérature, mais vraiment les différences. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas moins
n'est pas en négatif de l'adulte, il est différent de l'adulte. Et notamment en termes d'avantages, alors avant d'aller sur les inconvénients, on va aller sur les avantages. Il a une bonne capacité d'endurance, et là, ce sont les travaux qui ont été réalisés par mon directeur de thèse, mais qui montraient très bien que Sébastien finalement... Rattel, Sébastien Rattel. on le salue d'ailleurs. Exactement, que je salue aussi, ainsi que ma directrice Claire Thomas Junius, qui a très bien montré que finalement l'endurance était très développée chez le garçon avant sa maturation, avant ce pic de vitesse de croissance qu'on a pu voir, où l'enfant était finalement similaire à un triathlète, à un adulte entraîné en endurance. Et ça, c'est vraiment un avantage très important, c'est-à-dire qu'il va récupérer très très vite. Et c'est le deuxième avantage. Comme il a un métabolisme aérobie, qui fonctionne beaucoup sur l'oxygène, il s'économise, il peut récupérer plus vite, et donc il est de ce point de vue-là plus performant qu'un adulte qui serait sédentaire ou non entraîné en endurance. Un autre avantage aussi, c'est concernant les courbatures. En raison d'une certaine plasticité musculaire, finalement, l'enfant, avant son pic de croissance, ne connaît pas les courbatures, ce que nous, on expérience beaucoup plus fréquemment. Il est beaucoup plus élastique. Quand la croissance se fait, les os sont plus grands, le muscle est beaucoup plus étiré, et donc il y a beaucoup plus de tension appliquée sur le muscle, et c'est là que les courbatures, les dommages musculaires peuvent se créer. Mais ça n'est pas possible chez l'enfant, en tout cas, c'est très très rare chez l'enfant. Donc il peut faire des exercices très intenses sans avoir les courbatures que nous, on peut vivre le lendemain. Donc ça, c'est quand même un avantage notable de l'enfant par rapport à l'adulte. On en rêve encore, tout à fait. Et le dernier avantage qu'on peut voir et que j'ai repris aussi un petit peu dans mon travail de thèse, c'est la perception de l'effort. C'est-à-dire que pour un exercice très intense, le garçon va le considérer comme étant moins difficile qu'un adulte. Donc quand on a tendance à minimiser l'entraînement chez l'enfant en se disant qu'il est plus petit, plus fragile que l'adulte, finalement sur des exercices intenses, ça paraît moins difficile à l'enfant que ça n'est difficile pour l'adulte. Donc peut-être qu'il y a un intérêt à lui faire répéter des exercices intenses, si tant est que ce soit pertinent pour le sport et qu'il soit motivé, qu'il prenne plaisir, évidemment. Mais en tout cas, l'exercice est plus facile pour lui. Il y a plus de perception que nous de cet effort, ou alors c'est justement qu'il minimise? Alors, il y a deux aspects. Il y a le développement cognitif, c'est-à-dire que jusqu'à 10-12 ans, le développement cognitif est un peu il a encore des difficultés d'abstraction, donc sur la perception de l'effort, il a peut-être du mal à l'évaluer. Mais en tout cas, les quelques travaux qu'il y a sur le sujet montrent bien que quand on a une échelle de difficulté de l'effort, qui peut aller de 0 à 10, classiquement utilisée chez l'enfant, l'enfant a tendance à avoir des scores qui sont nettement plus faibles et à récupérer beaucoup plus vite. Et notamment, les travaux de Sébastien Rattel ont montré que finalement 30 secondes suffisaient pour répéter des sprints de 10 secondes, alors qu'il faut 5 minutes pour un adulte. Et donc nécessairement, pour l'enfant, ça lui semble pas très difficile. 30 secondes de récupération pour répéter des sprints, ça lui semble très facile. Ouais, donc c'est vrai que c'est très très important là sur ces avantages. Et sur les inconvénients, par contre, il y en a, on le voit bien. Par exemple, l'économie de mouvement, c'est-à-dire qu'il n'est pas efficient. Non, il n'est pas encore très efficient. Et il y a quand on contracte un muscle, on a souvent le muscle qu'on appelle antagoniste qui peut venir limiter un peu le mouvement. Et il a été montré chez les enfants qu'il y avait une importante co-contraction de l'antagoniste qui limitait un petit peu l'efficacité du mouvement. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille et qui se développe avec l'entraînement finalement et qui se déverrouille aussi au moment du pic de vitesse de croissance. Donc voilà, si l'enfant n'est pas très économe au départ, c'est pas une inquiétude majeure. Il dépense beaucoup d'énergie. Il dépense un peu plus d'énergie, mais pour autant, c'est pour ça qu'on va éviter par exemple de faire 15 minutes de course à un enfant prépubère qui ne serait pas un objectif de son sport, mais plutôt des exercices plutôt courts, des sprints répétés, 10 secondes, 30 secondes, où il pourra récupérer très vite, parce que son économie de mouvement permet de faire 10 secondes d'effort intense, mais beaucoup moins 15 minutes à allure constante. Mais c'est assez paradoxal, puisqu'on dit qu'il est dans les avantages, il y a de l'endurance. Oui, il est endurant parce qu'il a un métabolisme aérobie très marqué, et donc de ce point de vue-là, il est très performant. Pour autant, sur l'économie de mouvement, qui est vraiment un lien entre le système nerveux et le système musculaire, c'est un niveau qui est encore un petit peu immature en construction. Et donc, s'il a un avantage d'un côté, il a un inconvénient de l'autre. Au final, les deux s'équilibrent et il a des avantages à l'endurance pour répéter des efforts intenses, pas nécessairement pour faire des efforts très longs, même si historiquement il y avait des jeunes garçons qui terminaient des marathons, et notamment un américain, je crois qu'il s'appelle Paul Wesley, qui a terminé un marathon en moins de 3 heures à l'âge de 10 ans, 10-11 ans, donc c'est assez exceptionnel, tout à fait exceptionnel.
C'est exceptionnel, mais c'est vrai que c'est pas représentatif quand même d'une grande Pas vraiment. majorité de jeunes. Les inconvénients, alors ça c'est aussi un indicateur quand même important, la force, la puissance. Ouais. On sait que la puissance c'est la force par la vitesse, mais vous pouvez nous en dire plus parce que c'est vrai que c'est sujet souvent à discussion, Oui, ouais, oui, oui, tout à fait. chez les jeunes. Le premier niveau de lecture, c'est de dire bon bah un enfant est nécessairement moins fort qu'un adulte parce qu'il a moins de masse musculaire et c'est une réalité. C'est vrai que avec plus de masse musculaire, on va pouvoir produire plus de force. Pour autant, il y a aussi un aspect nerveux derrière, c'est-à-dire qu'avoir de la masse musculaire mais ne pas la recruter, ne pas la mobiliser à l'effort, bah, c'est une sous-utilisation. Et là-dessus, on a eu quelques travaux qui ont très bien montré que finalement, le garçon avait du mal à activer autant d'unités motrices, de muscles, que l'adulte. Et ça, c'est quelque chose qui se déverrouille également au moment de l'adolescence. Donc, c'est pas qu'une histoire de masse musculaire qui serait plus petite chez l'enfant, c'est qu'il a du mal à activer sa masse musculaire. Et ça se déverrouille avec l'entraînement et naturellement. Et notamment dans des conditions peut-être un peu extrêmes comme la chaleur, la thermorégulation. Alors, c'est par rapport au chaud, par rapport au froid ou les deux? Alors, il y a des difficultés, on va dire, de thermorégulation. C'est-à-dire que Mhm. pour se réchauffer dans les conditions froides, c'est difficile. C'est pour ça que tous les exercices en piscine, etc., dès qu'on sort, on le voit, hein, les Mhm. petits Ils enfants, sont ils sont tout de frigorifiés. suite bleus, ils sont Mhm. frigorifiés, ils ont du mal à se réchauffer. Et à l'inverse, sur les environnements chauds, ils ont aussi une difficulté à évacuer la chaleur. Donc, ils peuvent le faire, bien évidemment, mais c'est un peu plus difficile pour eux, ça leur coûte plus d'énergie. Et du coup, il faut vraiment être vigilant sur ces aspects-là dans les conditions de froid et de chaleur. On voit hein, les avantages, inconvénients, et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est pas forcément très très connu hein, dans le milieu. Je sais que Mm, Sébastien Rattel a fait un ouvrage hein, justement sur la préparation physique des jeunes, hein, tout à et fait. des enfants et des adolescents. Mais c'est vrai que c'est assez nouveau, assez récent quand même dans ce milieu-là. Et on a parlé aussi là de certaines qualités, mais on a aussi des recommandations quelque part. Donc vous nous avez amené une slide Mm. là par rapport, on voit pas d'exercice lactique par exemple. Mais ça, on le dit depuis longtemps, non? Oui, 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 tout à fait. C'est un mythe qui perdure depuis très longtemps dans l'entraînement chez les jeunes. Et ça vient en réalité quelque part d'une mauvaise interprétation d'une étude qui date de 1973 et qui montrait que les garçons prépubères, une dizaine d'années, avaient moins de lactate dans le sang que des adultes après un effort intense. Alors le lactate, c'est un témoin qu'on retrouve dans le sang qui marque l'utilisation du glucose et du glycogène par les muscles pour produire de l'énergie. Et donc à partir de cette conclusion, on a pensé que le garçon était immature et qu'il ne pouvait pas vraiment produire du lactate. Et donc on se dit, pas d'exercice lactique puisqu'il ne produit pas de lactate. Alors en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que comme l'enfant est plus endurant que l'adulte, bah, il va beaucoup plus dépendre du métabolisme aérobie, de l'oxygène, que du métabolisme anaérobie lactique, la glycolyse, la dégradation du glucose, qui elle est très rapide. Et donc, il en produit moins. Mais il en produit moins non pas parce qu'il est né incapable, mais parce qu'il est plus efficace sur le plan aérobie. Ouais, c'est quand même un peu révolutionnaire quand même comme concept et Oui, sur lequel on était bloqué à dire qu'on va pas faire du tout d'exercice d'intensité alors que quand même il y a une capacité quand même tout à fait. à pouvoir produire quand même dans le temps. Tout à fait. Alors, il y a une réelle capacité, hein. Au cours de mes travaux de thèse, donc, j'ai fait faire des exercices intenses aux enfants. Je peux vous assurer que la concentration sanguine de lactate est importante. Elle est certes un peu plus faible que les adultes, un peu plus faible que les adolescents également, mais ils en produisent et il n'y a aucun problème à en produire. On a pensé que c'était même un stress pour eux, c'est-à-dire que ça pouvait vraiment les causer une fatigue excessive. Et là encore, les dernières vérifications montrent qu'il n'y a pas de fatigue, pas de Ouais. stress particulier. Aller dans des cours de récréation et aller voir les efforts que font Tout à fait. les enfants, on est quand même assez surpris d'avoir entendu finalement que dans l'entraînement on pouvait pas le faire alors qu'ils le font par le jeu. Ils le font naturellement et ne pas produire de lactate n'est pas produire moins de lactate n'est pas un problème. C'est plutôt un témoin Mhm. de bonne santé, de bon système aérobie. Donc Mhm. au contraire. Et même pour l'entraînement, c'est-à-dire on a dit bah, ça sert à rien d'en faire puisque de toute façon ils ne progresseront pas sur la filière lactique, sur la capacité à répéter des efforts un peu plus longs. En réalité, si ça a été montré également, on a une augmentation de cette capacité à produire du lactate avec l'entraînement, même chez les garçons prépubères. Les lactates, c'est pas un poison comme on l'a évoqué, Pas du tout. ça fait partie aussi d'une mythe, c'est aussi un substrat qui peut être pris justement Tout à fait, voilà, tout à fait. Il a dans vraiment les beaucoup à côté. d'utilité Mhm. dans des muscles qui ont été inutilisés, au niveau du foie, au niveau du cœur, au niveau du cerveau, et il peut même refaire de l'énergie par la suite. Donc c'est vraiment un Mhm. substrat plus qu'un Très déchet. important. Et pas de musculation, ça c'était aussi quelque Ouais. chose, un mythe et une croyance forte. Je crois que Sébastien Rattel
l'a mentionné beaucoup aussi dans son ouvrage et il revient souvent là-dessus. Tout à fait. C'est vrai que vraiment quelque chose de très récurrent dans l'entraînement chez les jeunes. On se dit, oh là là, pas de charge lourde. Alors, d'une certaine manière, c'est un peu vrai, mais en tout cas, il faut éviter d'être dans ce principe de précaution aveugle, dogmatisme, parce que les travaux ont bien montré qu'il y avait plus de chances de se blesser en cours de PS que dans des cours de musculation, de préparation physique ou d'haltérophilie. Et on a même pensé que ça réduisait, que ça pouvait limiter la croissance osseuse, alors qu'il n'en est rien. Au contraire, ça la renforce et ça renforce le système squelettique. On a pensé que ça n'augmentait pas la force parce que l'enfant n'était pas capable de produire de la testostérone et donc d'avoir une augmentation, alors qu'en réalité, bien sûr que si. Donc, il n'y a que des avantages. La seule petite précaution, mais ça c'est comme n'importe quel débutant, c'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui ne connaît pas le mouvement, on ne lui fait pas porter une barre qui est au-dessus de ses capacités. Donc, bien sûr qu'il faut respecter la progressivité. Et la progressivité, c'est déjà gérer son propre poids, être capable de sauter, de courir plus vite. C'est déjà une forme de préparation physique, de musculation. Je pense à l'exercice des pompes, par exemple. Ça peut déjà représenter presque le maximum pour un enfant. Et il faut le faire. C'est du bon sens. C'est du bon sens et en fait, si la pratique n'a pas été faite, il faut y aller progressivement. C'est le principe de progressivité que vont avoir tous les entraîneurs ou les enseignants, quelque part. Tout à fait. Et une étude assez récente a également montré que plus tôt étaient commencés ces aspects-là, meilleures étaient les performances physiques au moment de l'adolescence et de l'âge adulte. Donc il n'est pas nécessaire d'attendre 15, 16 ans, 17 ans pour commencer ces aspects-là. Au contraire, il faut le faire avant, de manière progressive et adaptée, bien évidemment, aux capacités des enfants. Oui, donc là, on parle aussi de pratiques sportives, de pratiques qui sont basées sur la performance. Donc il y a aussi une échelle, on va dire club. On peut naviguer, c'est-à-dire qu'on a aussi, on peut aller sur une pratique santé. Là, on est vraiment sur le côté de la pratique sportive et de la performance. Ouais. Vous nous avez amené aussi une slide sur la spécialisation, parce que c'est souvent aussi un indicateur. C'est-à-dire, on le voit là, ici, à l'écran. C'est souvent ce qui est critiqué, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que c'est bon, pas bon quand on est très jeune, d'aller vers une spécialisation. On voit bien dans des pays qui sont très connotés politiquement par rapport à la pratique sportive, des très 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 jeunes, en gymnastique, on a pu le voir, ou en patinage, etc. Alors, est-ce que la spécialisation, pour vous, précoce ou tardive, cette question, elle amène quoi ? C'est une réelle réflexion à avoir à une échelle vraiment, vraiment globale, parce que on a tendance à penser qu'il faut se spécialiser tôt. Comme ça on a plus de temps pour se préparer et on sera plus performant. Il semblerait que ce soit pas forcément le cas, et l'enjeu c'est plutôt de faire une pratique multisport, multi-activité pendant l'enfance, pour développer la motricité à la fois générale et à la fois spécifique, des sports de raquette, des sports de combat, des sports d'expression, des sports d'endurance. Bref, l'idée c'est de se faire un répertoire moteur riche, de développer des qualités physiques différentes, et à un moment donné, il va falloir commencer la spécialisation. La spécialisation, elle est évidemment, en fonction de l'âge, elle est différente en fonction des sports. Il y a des sports qui sont plus précoces, d'autres plus tardifs. Et pour autant, même en comparant ces sports, on sait qu'on a à peu près 6 à 7 années entre le début de la spécialisation et le pic de performance. Donc, il ne faut pas se précipiter sur la spécialisation, et je pense que c'est plutôt un intérêt que de faire perdurer jusqu'à 12, 13 ans, voire peut-être 14 ans, une pratique multi-activité, développement des qualités physiques, et puis après, on commence à rentrer dans un projet un peu plus de performance, et on se spécialise dans une activité. Parce que en fait, c'est vrai que ça va dépendre aussi de la pratique sportive. Tout à fait. Il y a des pratiques qui demandent beaucoup plus de spécialisation à un moment donné, puis des pratiques qui sont un peu multifactorielles dans le côté de la performance, notamment qui vont peut-être aller chercher de la force et aussi de l'endurance et aussi pas mal de critères. Donc, on n'a pas parlé, mais aussi, est-ce que le jeu est pas important aussi pour l'enfant, parce qu'on parle de spécialisation, et quand on parle de spécialisation, finalement, il n'y a pas la forme hédonique, ludique aussi. Alors, est-ce que vous, dans vos travaux, vous en parlez de cet aspect Alors, on en a parlé de manière plutôt indirecte, mais en tout cas, c'est une question qui, moi, m'interpelle. Forcément, en étant professeur de PS, on se pose forcément cette question-là, et l'idée, c'est de voir que finalement, sans ce plaisir
qui perdure finalement entre le début de la pratique et puis on va dire l'âge adulte, eh ben, il y a un abandon de la pratique. Et il y a un abandon massif de la pratique sportive en France à partir de 14 ans, qui correspond à ce pic de vitesse de croissance. Le corps change, les enjeux changent aussi, les enjeux de performance arrivent, et rentrer très vite dans un projet de performance avec de la pression de l'entraîneur, s'entraîner beaucoup plus, suivre peut-être un régime, avoir une pression peut-être des parents, suivre un double projet, ça fait beaucoup pour les jeunes. Donc il y a aussi sur le plan cognitif, je pense qu'il faut aussi peut-être pour le coup les épargner un petit peu et vraiment essayer d'être progressif et de ne pas les mettre trop tôt dans un projet de performance qui serait un surplus de pression délétère sur le long terme. On est quand même dans un grand paradoxe parce qu'on est dans ce processus d'engagement. Finalement, on parle de spécialisation, d'être prudent sur l'engagement finalement dans la spécialisation précoce. Ouais. Mais d'un autre côté, on est en train de combattre la sédentarité et de l'inactivité physique. Et bon, on a des heures de PS qui sont peut-être pas suffisantes, parce que 2 heures dans la semaine, que ce soit l'OMS ou voilà, pas mal de personnes vont dire que c'est pas suffisant. Donc, on navigue quand même. Et là, par rapport à cet aspect de la jeunesse, vous, comment vous vous situez par rapport à ça? C'est-à-dire que il ne faut pas à un moment donné se spécialiser, mais il faut quand même aussi combattre la santé. C'est pas facile. Oui, tout à fait. Non, c'est 2 objectifs qui sont importants à poursuivre, mais difficiles à concilier. Je reprends une statistique qui est assez récente qui montrait que finalement un adolescent sur deux ne ferait pas de sport s'il n'y avait pas d'EPS. Et on voit un abandon de la pratique massive à partir de 14 ans, comme je l'ai dit précédemment. Donc, je pense que l'enjeu, que ce soit des entraîneurs, des éducateurs, des professeurs de PS, des personnes qui proposent de l'activité physique et sportive aux enfants, c'est de prendre du plaisir. Le facteur qui permet de faire perdurer dans une activité, c'est d'y prendre du plaisir. Et toutes les enquêtes le montrent, finalement. Le premier motif de pratique, c'est l'amusement, le plaisir, le fait d'être avec les copains, de partager des moments. C'est ça le plus important. Si à un moment donné, on est à l'entraînement avec de la pression, qu'on nous met mal à l'aise, qu'on a le corps qui change, qu'on est en situation d'échec aussi, parce qu'il y a de la performance et qu'il n'y a qu'une place sur la première place du podium, ça fragilise l'estime de soi et peut-être qu'il y a un enjeu à le préserver un petit peu, parce que ça c'est important de le préserver pour les aspects santé et pour les aspects performance, pour ceux qui souhaitent aller dans cet aspect performance. C'est ça, on est dans un paradoxe, mais il y a les modes d'entrée aussi. On parle de la version hédonique, parce qu'on peut avoir des profils très performants, mais il peut y avoir aussi une sorte de fracture sportive, c'est-à-dire que on parle de fracture sociale, mais fracture sportive, elle est importante. C'est-à-dire, si dès notre naissance, on est dans un milieu qui va favoriser ou pas, aussi dans le contexte, tout est contextuel, à l'école, si on favorise la pratique ou pas, et comment, à un moment donné, le jeune ou l'adolescent va adhérer à un club. On est bien là sur des enjeux qui sont importants sur le mode d'entrée, non? Tout à fait. Le mode d'entrée est vraiment très important. Alors là, je vais parler d'un sport que je connais bien, le judo. Au judo, on a une grosse base de licenciés jeunes qui est très importante. Et on a un abandon massif à l'adolescence. À l'adolescence où les catégories de poids se font plus fortes. On a des régimes qui démarrent, on a de la compétition, on a des podiums, des sélections, les entrées en pôle. Et là, si on n'est pas performant, on est un petit peu peut-être laissé de côté et on prend plus de plaisir, même si on voudrait continuer l'activité parce qu'on l'aime, mais quand on s'entraîne, on prend beaucoup moins de plaisir. Une polarité sur la contrainte. Oui, ça devient plus de contrainte que finalement de plaisir. Mais oui, et c'est ce qui conduit nécessairement à l'abandon à un moment donné. Donc je pense que c'est important aussi pour éducateurs et entraîneurs de ne pas nécessairement basculer sur un projet performance, mais sur un projet pratique à long terme. Et si ça passe par la performance, tant mieux. Si ça passe par la santé et la pratique juste pour le plaisir, eh bien allons-y. Oui, d'ailleurs, vous nous avez proposé une frise sur la performance ou l'abandon, justement, suivant l'âge chronologique versus l'âge relatif. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette slide avec cette frise qui va vers un curseur l'abandon? L'âge relatif, c'est vraiment, on va dire, c'est le mois de naissance. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né en janvier aurait un avantage supposé avec un autre enfant qui serait né en décembre. Et quand on fait des groupes d'âge dans les différents sports, eh bien, cette différence peut se retrouver. Ça a été retrouvé notamment sur des championnats de football anglais, par exemple, où on a vu que plus de la moitié des joueurs étaient nés dans la première partie de l'année. Donc on sélectionne des jeunes qui ont un léger avantage de par leur date de naissance. Et c'est tout simplement un cercle un petit peu vertueux ou vicieux. C'est-à-dire que soit je suis né au début,
j'ai peut-être un avantage, je suis performant, on me sélectionne, on m'entraîne, on m'encourage, je suis performant, et je vais peut-être aller vers le haut niveau. Ou alors je suis né en fin d'année, je suis un petit peu moins performant, on me sélectionne pas, j'ai pas d'encouragement, j'ai pas d'entraînement, je vais finir par abandonner. Donc l'idée de cette slide, c'était d'interpeller sur ces enfants qui sont peut-être pas les plus performants à 14 ans, à 13 ans, à 15 ans, mais qui peut-être pourront le devenir plus tard, à condition qu'on continue à leur offrir une structure d'entraînement qui leur permette d'être performants, si tant est que ce soit leur objectif, bien sûr. On le voit bien d'ailleurs, on l'évoquait en off tout à l'heure, c'est-à-dire dans cette catégorie de jeunes, on peut avoir des tout petits gabarits confrontés avec des très très grands et qui ont le même âge. Tout à fait. Et il y a vraiment une sorte de rupture de cohérence qui peut se faire, c'est-à-dire que Exactement. voilà, et notamment dans certains sports où la grandeur peut être importante. On parle par exemple du basket, Oui. ou certaines pratiques sportives, ça voudrait dire que certains, parce qu'ils n'ont pas commencé leur croissance, etc., ne peuvent pas accéder aussi à certains sports, par exemple. Exactement. Alors là, pour le coup, on va parler plutôt d'âge biologique, c'est un effet qui va se cumuler avec l'âge relatif que j'évoquais C'est la deuxième précédemment. slide d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est la slide suivante. En réalité, la première courbe que j'ai montrée, c'était ce gain de taille en centimètres par an, la vitesse de croissance, et j'avais dit que la moyenne était à 14 ans. Et ce qui est vrai, la moyenne est à 14 ans, mais on a aussi des profils avec des garçons qui vont avoir une maturité plutôt à 12 ans, et d'autres plutôt à 16 ans. Donc on a un continuum finalement, où la maturité, ce pic de vitesse de croissance, peut se produire entre 12 et 16 ans. Et prenons un exemple, à 15 ans, j'ai pas commencé, je ne suis pas à mon pic de vitesse de croissance, je suis encore prépubère, je me retrouve dans un sport saturé de qualité physique, le judo, dans un sport où la taille est importante, le basket, le volley, et je vais être confronté à des personnes qui ont déjà terminé leur croissance. Donc j'ai un désavantage naturel qui n'est pas du tout lié à l'entraînement, mais qui est purement lié à la nature et à la biologie. L'idée de ce graphique, à nouveau, c'est de dire peut-être qu'il faut adapter. Faire des catégories compétitives, ça c'est les fédérations qui ont ce choix-là. Mais en tout cas, à l'entraînement, il y a un concept qui s'est développé outre-Atlantique, qui est celui du biobanding, de faire des groupes d'entraînement, non plus en fonction de l'âge, mais en fonction du niveau de maturation, entre ceux qui ont commencé leur maturation, ceux qui sont en plein dedans et ceux qui l'ont terminé. Et sans forcément faire des groupes d'entraînement de ce style toute l'année, il est possible, au moment du travail peut-être de préparation physique, 15-20 minutes dans la séance, de dire on va adapter le contenu en fonction du niveau de maturation. Et c'est pas grave si à un moment donné, là, il y a 3 garçons prépubères qui font des choses différentes des garçons qui ont déjà fini leur croissance. Ce que vous dites là, c'est très intéressant parce qu'en fait, on est dans un accompagnement presque individualisé, c'est-à-dire que chaque individu est unique, mais on est aussi sur un accompagnement, on va dire, conceptuel, dans un contexte particulier où on sait qu'à un moment donné, le jeune ou l'adolescent va changer, va grandir, ou va aussi avoir un stade de maturation. Et donc dans le process, vous nous indiquez aussi une sorte de process sur l'individualisation, c'est ça, la progressivité, la planification? Oui, alors c'est rien de révolutionnaire, hein. Ce sont des principes de préparation physique qu'on applique au sport, aux sportifs de haut niveau notamment. Et bizarrement, c'est quelque chose qu'on applique plus difficilement chez les enfants. On a tendance à plutôt entraîner presque une cohorte. Alors peut-être un peu provocateur en disant ça, mais l'idée c'est vraiment d'individualiser. On a vu qu'il y avait des profils d'âge relatif, de maturation différentes. Eh bien, il faut individualiser. Quand on fait la préparation physique, on ne va pas faire la même chose parce qu'on n'a pas les mêmes qualités. Il y en a un qui va être plus aérobie, l'autre qui va être plus fort, un qui n'aura pas de courbature, qui récupère vite, un qui va se fatiguer très vite. Il faut adapter, il faut individualiser l'entraînement. Alors évidemment que quand on est sur un sport collectif, quand on fait match, évidemment. Mais sur la partie qui précède, je pense qu'il y a pas mal de progrès qu'on peut faire sur l'individualisation. Sur le côté de préparation physique, hein, puisque là, on est aussi dans une causerie sur la prépa physique Tout à fait. des jeunes enfants ou adolescents. Et c'est vrai que on pense souvent, nous on regarde le côté spectaculaire, c'est-à-dire le spectacle, c'est-à-dire le match, mais il y a toute une préparation avant et après. Exactement, et ça va renvoyer au principe de progressivité, c'est-à-dire que il faut imaginer une continuité d'exercice, de difficulté, d'intensité que l'on pourrait proposer à des enfants, à des ados, à des adultes, mais ne pas proposer des exercices d'adultes pour des adolescents ou pour des enfants.
on perdrait en efficacité, peut-être qu'on prend le risque de se blesser. Donc là, évidemment que la progressivité, elle est très importante. Et cette progressivité, elle ne doit pas être appliquée à tout le groupe de manière uniforme, elle doit être vraiment individualisée. Donc les deux principes, là, ils doivent vraiment se... interpénétrer. Exactement. Et la planification, ça semble essentiel, mais on l'oublie parfois. Parfois on l'oublie parce qu'on a tendance à considérer que la planification, ça concerne le sport de haut niveau, alors que pas du tout, finalement, ça concerne également les enfants. On sait qu'il va y avoir un pic de vitesse de croissance avec une méthode de calcul très simple qui est disponible à partir de la taille debout, de la taille assise, du poids. On peut prédire ce pic de vitesse de croissance. Donc on peut planifier. On sait que ce pic va arriver dans un an. Donc on peut anticiper, parce qu'il y aura peut-être un risque de blessure plus important dans un an. Donc c'est important de planifier ça, d'anticiper les choses, plutôt que d'être dans la réaction. Oui, ma dernière question sur cette première causerie, il va en avoir une autre, la question elle est orientée, est-ce que ces débats-là commencent à arriver à être compris par nos entraîneurs, les professeurs de PS, est-ce qu'on commence à intégrer toutes ces notions? Alors ça arrive, évidemment que c'est encore bien évidemment je dirais insuffisant, en tout cas surtout pour moi qui ai ces thématiques à cœur, mais ça se développe beaucoup, ça s'est beaucoup développé outre-Atlantique, ça arrive chez nous. Je crois que une des premières fédérations qui s'est intéressée au biobanding, c'était la Fédération française de foot, de par son grand nombre de licenciés. Je sais que la Fédération d'aviron se pose les mêmes questions, la Fédération d'athlétisme aussi. C'est des questions qui sont en cours. Alors entre les questionnements, la mise en application, la diffusion, il y a nécessairement un temps qui peut être un peu long, mais en tout cas il y a des pistes qui sont assez prometteuses. Merci beaucoup Geoffrey Bardin pour cette première discussion qui est passionnante et qui concerne nos jeunes générations, nos enfants. Enfants ou adolescents, et on va vous retrouver dans une prochaine causerie qui va être aussi très très passionnante. Merci. Merci beaucoup. Et à bientôt.